Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler patrimoine. Chaque mercredi, vous en avez pris l'habitude. C'est une heure de discussion avec un large panel d'experts qui vous permet d'en savoir plus sur la façon de gérer au mieux vos placements, votre patrimoine. C'est Cœur de patrimoine et on top le départ. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour démarrer cette nouvelle émission Cœur de patrimoine, on accueille Jérôme Robin. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Cofondateur de Nous Assurons, et on va ensemble parler d'un produit qui est assez intéressant, mais qui peut paraître quasi inabordable pour beaucoup parce que son nom est un petit peu compliqué. Ce sont les produits structurés. Mais alors, avant d'entrer vraiment dans le détail, peut-être représenter un petit peu Nous Assurons. Qu'est-ce qu'on dit en bon français? On dit que c'est quoi? Que c'est une marketplace, c'est ça? C'est ça, une marketplace de courtage en assurance destinée aux entreprises. Et du coup, dans les solutions qu'on amène aux entreprises et aux entrepreneurs, il y a également le placement. Le placement et donc ces fameux produits structurés. Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'en parler aujourd'hui? Je le disais, c'est vrai que ça peut parfois un peu effrayer, se dire oh là là, produits structurés, c'est compliqué, c'est pas vraiment une action, c'est pas vraiment un indice, il y a beaucoup de formules mathématiques. Enfin voilà, pourquoi avoir choisi de mettre en avant les produits structurés, Jérôme? Alors déjà parce que à titre personnel, je m'y intéressais déjà depuis longtemps. Je trouvais que les seuils d'accès étaient soit compliqués, soit trop élevés. C'est-à-dire que pour avoir un produit sur mesure aujourd'hui, c'est 500 000 € la plupart du temps. Ouais. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Et c'est une ligne, donc ça veut dire une exposition quand même, parce qu'il y a quand même du risque dans ces produits-là. Ça veut dire beaucoup d'argent en exposition de risque. Et donc là, on a réussi à trouver une solution qui nous permet de construire des produits qui sont individualisés en fonction des critères de nos clients. Alors, je ne vais pas dire de leur connaissance, parce que la connaissance des produits structurés, c'est quand même difficilement abordable. Donc, il y a vraiment besoin d'être accompagné. Nous, on a vraiment besoin de sentir où est le client, quel est son niveau de risque, pour lui proposer quelque chose d'adapté. Alors, on rappelle justement le principe de ces produits. C'est quoi un produit structuré? Alors, ce sont des options. On connaît les ETF, voilà. Donc, ça démultiplie les performances et on les réassure derrière pour éviter les pertes de capital. Donc, les seuils de réassurance, ça peut être jusqu'à une baisse de 50% ce qu'on appelle le sous-jacent, qui peut être soit une action, soit un indice. Et ça s'adresse à qui? Parce que c'est vraiment monsieur tout le monde, entre guillemets, qui peut aujourd'hui décider de mettre du structuré dans son portefeuille, dans ses placements. Souvent, monsieur tout le monde peut en avoir dans ses contrats d'assurance vie, sur des petites fractions. Mais ça concerne, pour moi, ça a beaucoup de sens pour les entreprises, et particulièrement là maintenant avec la baisse des taux qui a été annoncée et enclenchée par la BCE. C'est que comme les taux courts vont à nouveau refluer, il faut quand même des solutions de rémunération pour la trésorerie de long terme des entreprises. Et ça, c'est une bonne réponse, parce que ça permet d'avoir des rendements qui sont bien supérieurs à des contrats de capitalisation de court terme, c'est-à-dire des comptes à terme. Et d'avoir une solution diversifiée également. Voilà. Et donc, en fait, vous ciblez tout de même les entreprises, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, pour placer leur trésorerie, c'est ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui dort sur les entreprises. Alors parfois, au bout de 3 ans, maintenant, les banquiers sont revenus un peu sur le marché des comptes à terme, mais ils ont été très 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 longs à s'y remettre. Moi-même, j'avais dû appeler les miens pour en faire, parce que c'était pas spontané de leur part que de me faire gagner de l'argent. Et puis cette partie-là, les produits structurés, c'est pas sur 100, on va dire que ça va concerner peut-être 30% de la trésorerie d'entreprise, mais ça va donner un effet de boost au rendement, parce qu'aujourd'hui on doit avoir des comptes à terme aux alentours de 3,50, et que nous on va proposer des solutions entre 6 et 7% avec des niveaux de risque qui sont très sécurisés. Alors l'idée surtout qui est intéressante dans votre proposition, c'est que chacun peut avoir son propre produit. Finalement, on n'est pas obligé en tant que client ou que chef d'entreprise avec de la trésor de finalement rentrer au chausse-pied dans la boîte qui doit fonctionner pour tout le monde. On peut faire vraiment son produit pour Jérôme, pour Cédric. On va faire sa maturité, donc la durée du produit. On va décider si
qui distribue ou pas les coupons, à quelle fréquence. Ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les 6 mois, tous les ans. Et puis, on va pouvoir ajuster les barrières de protection du capital par rapport à l'indice de référence ou à l'action de référence. Et on va également pouvoir prévoir des sorties anticipées si l'action, par exemple, a baissé de moins 10, moins 15, et le faire d'une manière progressive pour avoir des rappels plus réguliers. Donc, on se retrouve pas piégé dans quelque chose qu'on ne comprend pas. On bâtit, j'ai envie de dire, le produit avec vous, main dans la main, pour avoir vraiment On investit intellectuellement un peu de temps pour avoir quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on attend. Quelle est la fiscalité ? Parce qu'il n'y a jamais bien loin de la casse fiscale dans nos histoires de patrimoine et de placement. Quelle est la fiscalité de ces produits-là ? Alors, ça va dépendre du cas de figure. Ça peut être dans un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois ou dans un contrat de capitalisation de droit luxembourgeois. Donc là, ça va être la fiscalité et de l'assurance vie et du contrat de capitalisation. Et sur la partie trésorerie d'entreprise, ça va être directement chez le compte titre de la banque dépositaire du client. Donc on lui fait même pas changer de banque. On fabrique le produit, il achète le code ISIN et ensuite il a ses droits de garde et il paye sa fiscalité sur la plus-value, normalement. Et du coup, c'est accessible beaucoup plus facilement, on va dire, en termes de montant que les 500 000 et quelques que vous évoquiez en début de propos, Jérôme ? Oui, nous, à partir de 50 000 euros, on peut faire un produit, mais si on a un client qui a que 25 000, on peut en trouver un deuxième qui a 25 000. Ah oui. Donc, c'est vraiment... Mais là, il faut réfléchir à 3. Oui. Mais souvent, les gens veulent un peu tous la même chose quand même. Hein. C'est-à-dire du rendement et pas trop de risques. Pourquoi pas se ciseler son produit structuré pour gérer par exemple sa trésorerie. Voilà la proposition apportée ce matin par Jérôme Robin. Merci Jérôme d'être passé nous voir. Merci, sur Radio Patrimoine. Jérôme Robin, fondateur de Nous Assurons, et nous on poursuit l'aventure Cœur de Patrimoine. À tout de suite. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on parlait des chefs d'entreprise, de leur trésorerie, et on continue à vous donner un maximum de conseils dans cette actualité un petit peu chargée en termes de chefs d'entreprise. On accueille Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina. Bonjour Cédric. Merci d'être là, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Com Le Family Office. Et on s'intéresse donc à ces dirigeants qui auraient peut-être un jour en tête de céder finalement leur entreprise. On va essayer de fabriquer ensemble une petite fiche pratique, des questions à se poser ou en tout cas à avoir en tête avant la vente pour bien la préparer. Quelle serait selon vous la première étape à enclencher avant de se lancer par exemple dans la cession de son entreprise ? Alors la première étape, c'est tout simplement la valorisation. Combien je peux récupérer en prix de cession lorsque je décide de vendre mon entreprise ? Donc la valorisation, elle est réalisée par des experts en ingénierie financière. Ça vous permet de vous donner déjà une première base de négociation lorsque vous allez commencer du coup à proposer votre entreprise en vente. Et ça permet également de mettre en avant les points faibles, les points forts et surtout les axes d'amélioration pour aller chercher encore plus du coup de valeur ajoutée et d'améliorer son prix de cession. Ouais, c'est-à-dire qu'on est amoureux de sa boîte, j'imagine, et là c'est pas mal d'avoir un regard extérieur qui vient analyser un petit peu les choses. Donc voilà, donc c'est un peu l'état des lieux, des forces, oui, mais peut-être aussi identifier quelques faiblesses. Si le dirigeant va en avant et se dit oui, ça va, cette gamme de prix me convient, et qu'il souhaite poursuivre finalement une autre activité après la cession, est-ce que il doit s'y prendre d'une façon spéciale ? Oui, alors déjà il doit anticiper cet objectif de reprendre une activité. Alors s'il détient sa société en direct, c'est là où on va se poser la question d'apporter les titres à une holding, d'accord ? Soit l'anticipation est vraiment en amont, donc on apporte les titres plus de 3 ans avant la cession. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans le mécanisme ce qu'on appelle l'apport cession, donc on apporte les titres à une holding. En contrepartie, j'ai un report d'imposition de la plus-value, donc je ne suis pas taxé, d'accord ? Mais si la holding vend dans un délai de 3 ans, j'ai 60% obligatoire à remplir dans une activité opérationnelle. Donc, si on a ce délai, on a cette obligation de remploi. Si on s'est pris vraiment en avance, on n'aura pas cette obligation de remploi de 60%. Après, ce que je préconise, et c'est important, lorsqu'on décide de faire un apport cession à une société holding, c'est de quantifier à peu près la quote-part qu'on souhaite réinvestir. Donc, je vais plus préconiser l'apport partiel, parce que souvent, le patrimoine d'un dirigeant se trouve dans la société. Donc, ça peut être aussi le moment de sortir en cash,
d'apporter en partie à une société holding qui elle-même du coup va remployer les fonds dans une activité opérationnelle. Donc, ça veut dire que voilà, l'idée d'une cession d'entreprise, elle doit aussi s'envisager à long terme pour pas se retrouver coincé sur des délais. Vous le rappeliez, c'est un patrimoine et ça veut dire que on peut avoir une famille, on peut avoir des enfants aussi. On peut transmettre une entreprise directement à ses enfants et là aussi, il faut s'y préparer. Il y a des questions à régler dans ce cas-là. Alors tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le dirigeant, souvent la majeure partie de son patrimoine est dans l'entreprise, donc il a peut-être pas pu avant faire des donations parce que faute de cash, faute d'immobilier. Donc on va passer par le mécanisme donation avant cession des titres. Alors juste pour rappel, chaque parent peut donner en franchise de droit 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Au-delà, on a des droits. Que la boîte coûte trop cher. Non, faut pas coûte trop cher, mais bon, on peut donner au-delà. Et dans ce cas, on va juste, entre guillemets, payer des droits de donation. Donc ça, c'est le rappel des droits de donation. Donc lorsque vous donnez des titres d'une société avant la cession, vous avez la possibilité, du coup, de purger la plus-value. C'est pas considéré comme une opération taxable au titre de la plus-value. Donc je donne à mes enfants, d'accord, une certaine somme. Ensuite, on procède à la cession. Donc les parents récupèrent le prix de cession, les enfants récupèrent également le prix de cession, et ce, sans fiscalité au niveau de la plus-value pour les enfants. Après, ce qu'on peut également prévoir, parce que souvent là, on donne des sommes qui peuvent être vite être importantes, vous pouvez insérer un certain nombre de clauses restrictives. Première clause que je recommande, c'est la clause d'exclusion de communauté. Faire en sorte que ce que vous donnez à vos enfants reste un bien propre. Le cas, entre guillemets, le plus embêtant, ça va être le divorce. Je donne des titres de société à mes enfants, ils vendent en même temps que moi. Malheureusement, il y a un divorce derrière. La moitié des sommes vont revenir du coup à mon ex-belle-fille ou mon ex-beau-gendre. Donc voilà, on peut anticiper dans la donation en mettant un certain nombre de clauses. Vous avez donc la clause d'exclusion de communauté, la clause de remploi. Vous pouvez dire, je te donne les titres, mais à charge pour toi de remployer dans un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance vie, un bien immobilier. Pas toujours, pas tout claquer en partant faire le tour du monde. Exactement. Pareil, si vous donnez à des enfants mineurs, on va aller insérer une clause d'inaliénabilité. Donc du coup, ça oblige les enfants à conserver ce qui a été donné jusqu'au 25e anniversaire, sauf financement des études, sauf achat d'un bien immobilier. Donc on peut donner des titres. Non seulement vous allez purger la plus-value, mais en plus, vous allez pouvoir du coup transmettre tout en contrôlant ce que vous avez donné à vos enfants. Alors ça, c'est dans le cas où on veut transmettre. Certains ont envie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pas mal mis en avant sur Radio Patrimoine et dans Cœur de Patrimoine ces dernières semaines, c'est le côté un peu philanthropique. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de dirigeants d'entreprises qui se disent, bah voilà, dans une seconde partie de vie, j'ai envie de faire peut-être un petit peu plus que juste un job et de démarrer une nouvelle entreprise. S'il veut, ce chef d'entreprise, voilà, avoir une œuvre philanthropique, est-ce que là, il faut s'y prendre d'une certaine façon ? Alors pareil, il faut anticiper. Donc on a vu la valorisation, on a vu l'apport cession, on a vu la donation avant cession. Là, la constitution d'un fonds de dotation, c'est généralement cette structure qu'on va utiliser parce qu'elle est souple. Vous avez une dotation de 15 000 € minimum, donc c'est assez souple. Donc déjà, la première étape, c'est la création de ce fonds de dotation. Donc ça nécessite la rédaction des statuts, l'enregistrement auprès de la préfecture, les allers-retours avec la préfecture sur l'objet. Donc ça doit vraiment cibler des œuvres caritatives, causes animalières, la déforestation, la recherche médicale, vraiment tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est vraiment de l'intérêt collectif. D'accord. Vous créez ce fonds de dotation. Ensuite, vous allez procéder à une donation de titres avant cession. D'accord ? Lorsque vous donnez les titres à un organisme sans but lucratif, vous avez la plus-value purgée également. Donc c'est ça qui est intéressant. Et au jour de la cession, donc tout le monde va vendre, donc les parents, la donation avant cession, donc les enfants également vendent, le fonds de dotation également. Donc le fonds de dotation va récupérer les fonds et ensuite déployer sur les différentes œuvres caritatives que le dirigeant d'entreprise aura ciblées auparavant. Ce qui est important, et il y a des sujets quand même de requalification. On a parfois le cas, donc un dirigeant d'entreprise dit super, je donne avant cession, je fais un peu d'apport cession pour le report d'imposition, et mon fonds de dotation, je le constitue, je donne mes titres, je purge la plus-value.
Le fonds de dotation se retrouve avec du cash. C'est important qu'il y ait vraiment un remploi des sommes dans des œuvres caritatives, parce que le risque, c'est que tout simplement que l'opération ait été faite dans un but principalement fiscal. On retourne sur ces fameux petits mots. On retrouve sur le mini à but droit. Et alors c'est bien d'avoir cette idée philanthropique, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. On se retrouve parfois avec des fonds de dotation de dirigeants d'entreprise. Les fonds sont même placés et il se passe rien. Alors que au 31 décembre de chaque année, vous êtes censé faire un rapport à la préfecture. C'est un peu délicat de dire ça fait déjà la 2e année consécutive que j'ai rien déployé. L'administration fiscale a commencé à se poser des questions sur l'objectif premier de ce fonds de dotation, si c'était pas pour purger la plus-value. Bon, donc il n'y a pas, on peut prendre son temps parce que ces causes souvent, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, faut pas jouer avec la bordure, quoi. Exactement. Et alors après, on peut déjà, c'est là où quand on décide de vendre son entreprise, si on a cette envie philanthropique, on a déjà quelques causes en tête. Après, c'est là où il faut sélectionner, peut-être parfois faire un petit audit de ces différentes causes pour être sûr que les sommes sont bien employées. Mais il faut vous dire que dans chacune de ces opérations, que ce soit même l'apport-cession ou la donation aux enfants, ou la donation à un fonds de dotation avec remploi derrière dans les œuvres caritatives, tout ça doit être fait quand même dans un intérêt, autre que fiscal, parce que clairement, vous avez vu avec ces différents mécanismes, donc non seulement vous allez anticiper très en amont de la société, mais en plus vous allez réduire l'impact fiscal, vous allez transmettre à des enfants et enfin avoir une œuvre philanthropique. Mais ce qui est important, pareil pour le fonds de dotation, vous ne pourrez pas non plus tout donner. Dernièrement, on a des enfants, on ne peut pas les déshériter pour tout mettre dans un fonds de dotation. Donc, il faut aussi délimiter les montants. On ne déroge pas aux règles traditionnelles. La réserve héréditaire, en présence d'enfants. Faire des quotes-parts pour ces différents projets. Oui, parce que tous les projets qu'on a évoqués ensemble peuvent être faits conjointement. C'est-à-dire que ce n'est pas une grille de loto, on ne choisit pas ou l'un ou l'autre. Exactement. On peut déployer comme ça l'ensemble de ces dispositifs au moment où on cédera son entreprise. Vous pouvez par exemple apporter qu'à hauteur de 30%, parce que je vais reprendre une activité mais qui ne nécessite pas tous les capitaux. Je peux donner que 20% de mes titres à mes enfants, parce que le but, c'est pas non plus de s'appauvrir. Vendre en direct, avoir des liquidités pour ensuite remplir dans des enveloppes fiscales intéressantes. Et enfin, entre 5 à 10%, le déployer vers un fonds de dotation. Donc, vous pouvez vraiment panacher toutes ces solutions. Vous n'êtes pas obligé de faire 100% apport-cession, 100% donation ou 100% fonds de dotation. Vous pouvez panacher les différentes solutions vraiment où ça répond à vos objectifs. Donc, pour préparer sa cession d'entreprise, idéalement, il faut se placer entre 3 et 4 ans avant le projet pour pouvoir mettre en place les structures, la planification successorale. J'en ai pas parlé, mais si le dirigeant est marié sous le régime de la communauté, séparation de biens, séparation, et pour faire une donation conjointe, peut-être apporter en partie à une communauté conventionnelle. Donc, toutes ces petites optimisations, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas le faire, malheureusement, je l'ai déjà vu, 3 semaines avant la session, on est d'accord. Mais idéalement, c'est de le faire sur plusieurs périodes pour vraiment réussir sa session d'entreprise. Yasmina Brasseur et Com, le Family Office qui vous prenait par la main pour céder au mieux son entreprise. Merci beaucoup Yasmina d'être venue dans Cœur de Patrimoine. On poursuit, notre voyage au cœur de vos placements. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. On va parler contrat de capitalisation à présent. Vous entendez très souvent le mot assurance vie et on connaît moins son cousin, entre guillemets, le contrat de capi. Étienne Guérin est là pour en parler. Bonjour Étienne. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous dans Cœur de Patrimoine, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Métis Gestion. Je le disais, effectivement, ce contrat de capi, on en parle beaucoup moins, il est moins connu. Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être poser ce contrat de capi? Alors, des grandes bases. Déjà, contrat de capitalisation, assurance vie, effectivement, tu l'as dit fort justement, ce sont des cousins. Ce sont des cousins. D'ailleurs, les deux sont régis par des dispositions du Code des assurances. Les deux sont commercialisés, gérés par des compagnies d'assurance. Donc, jusque-là, c'est effectivement extrêmement ressemblant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en matière d'investissement, un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance vie, en réalité, vont avoir le même univers d'investissement. On va retrouver un ou plusieurs fonds en euros, on va retrouver des unités de compte immobilières, obligataires, actions. Donc finalement,
Jusque-là, on est sur quelque chose, on est sur un espèce de copier-coller. Alors, où est-ce que ça va changer exactement ? C'est au moment de la transmission, justement, que les choses diffèrent ? C'est au moment de la transmission, effectivement, où on a un changement. C'est pas au niveau de retraits qui sont fiscalisés de la même manière d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment au niveau de la transmission. Pourquoi ? Parce qu'un contrat de capitalisation n'a pas d'assuré et n'a donc pas de clause bénéficiaire en cas de décès. Donc ce serait a priori quelque chose qui serait un inconvénient pour un contrat de capitalisation, puisqu'il va être fiscalisé en matière successorale, comme un bien immobilier, comme un compte bancaire lambda. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt, excusez-moi, Étienne, de me vendre un produit qui fonctionne exactement pareil, avec l'avantage en moins ? Non, mais c'est ça, effectivement. Ici, on se dit, mais quel intérêt, finalement, d'avoir un contrat de capitalisation ? C'est parce qu'en fait, on va rentrer sur des techniques d'ingénierie patrimoniale pour pouvoir transmettre tout en également conservant le pouvoir. Donc on va faire des actes de transmission anticipés et c'est là où le contrat de capitalisation va révéler finalement tous ses atouts. Alors, détaillons un petit peu tout ça parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Non, et on peut même complexifier les choses. Je pourrais très bien vous faire un schéma qu'on utilise en gestion de fortune. On reviendra sur quelque chose de plus simple, mais des parents ou des grands-parents fortunés montent une société civile, vont apporter de l'argent en compte courant d'associés pour investir en contrat de capitalisation, transmettre les titres en nue propriété sur une base extrêmement peu fiscalisée, apurer petit à petit le compte courant d'associés. Mais là, on arrive sur quelque chose qui pourrait presque déjà ressembler à une usine à gaz. Oui, bon, alors on va essayer de faire quelque chose de plus simple. D'être un petit peu plus simple. Niveau taxation, vous avez rappelé aussi, parce qu'il y a des choses à avoir en tête sur... Oui, il y a notamment, et c'est pour ça que je parle de grands-parents, on sait qu'on a un âge, en matière d'assurance vie, un âge pivot, je dirais, pour l'assuré, quant au versement, qui sont les 70 ans de l'assuré. Ouais. Avant, on a cette fiscalité privilégiée à 20% de taxation après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc 20%, puis 31,25 à partir de 700 000 € par bénéficiaire. Donc c'est quand même extrêmement vaste. Par contre, dès que l'on a 70 ans, tout change. On le sait bien. Oui, c'est ça. On le sait bien. L'abattement est général cette fois-ci, donc pour l'ensemble des bénéficiaires. Il n'est que de 30 500 €, puis le reste est inclus à la succession comme un actif de droit commun. Donc lorsque j'ai cela en tête, je peux me dire la chose suivante. Je pourrais très bien me dire, en tant que grand-parent, je voudrais commencer à transmettre vis-à-vis de petits-enfants. Bon. Je sais que j'ai un abattement qui est d'un peu plus de 30 000 €, là aussi en matière de donation grands-parents, petits-enfants. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Imaginons même simplement 2 grands-parents, 2 petits-enfants, ça fait déjà plus de 120 000 €. Ça commence à être une jolie cagnotte. Par contre, si l'on donne cette somme d'argent, ou un actif quel qu'il soit, le petit-enfant demain majeur va pouvoir finalement disposer des fonds et éventuellement consommer comme il l'entend. Je sais également, en tant que grand-parent, puisque j'ai pu le faire vis-à-vis d'enfants, que je peux démembrer des biens. Donc en fait, transmettre la nue propriété tout en conservant l'usufruit. Sur un actif immobilier, on l'entend bien, c'est le droit d'habiter, c'est le droit d'avoir des revenus. Mais on peut faire la même chose sur un contrat de capitalisation. Et là, on sait que le barème fiscal, à mes 70 ans, n'a pas encore changé. Pour le dire différemment, la nue propriété vaut 60% de la pleine propriété. À partir de 71 ans, elle vaudra 70%. L'intérêt que ça présente immédiatement, Cédric, si l'on réfléchit bien, c'est de se dire si je transmets la nue propriété tout en restant usufruitier, le jour où moi-même je disparais, mes enfants ou petits-enfants deviennent pleinement propriétaires en franchise de droit. Ça veut donc dire, imaginons bien, que ce sont immédiatement soit 40% de la valeur de l'actif, soit 30% qui ne subissent aucun impôt. On pourrait presque dire que c'est un surrendement finalement. Ouais. Donc, si l'on ça, c'est très simple, en fait, comme montage. C'est très simple. Ouais. Et là, on est vraiment sur quelque chose de simple. Le grand-parent va souscrire un contrat de capitalisation par petit-enfant. Donc, 2 grands-parents, 2 petits-enfants, la grand-mère, 2 contrats de capitalisation en pleine propriété, le grand-père, 2 contrats de capitalisation en pleine propriété. Imaginons tous 2 qu'ils aient 75 ans, peu ou prou. Ça veut donc dire que chacun peut déjà, en pleine propriété, verser 45 000 € sur chacun des contrats de capitalisation. On est donc au-delà de l'abattement de 30 000. Ensuite, ils vont par devant notaire, il faut là un acte authentique, ils vont par devant notaire donner la nue propriété des contrats de capitalisation, donc rester maître de la gestion et de l'investissement, pour un coût fiscal de 0. Il n'y aura pas de droit de donation puisqu'on est en deçà, par l'effet du démembrement, des 31 865 €.
Eh bien, voilà comment on retrouve un avantage sur un produit qui, entre guillemets, partait mal dans la fiche, puisque il n'avait pas ces fameux 152 000 euros du contrat d'assurance vie. Bon, voilà, le contrat de capitalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ? Ce qu'on peut dire sur le contrat de capitalisation d'une manière générale, là aussi, c'est qu'on a vraiment cette université d'investissement qui nous permet d'avoir une grande souplesse dans la gestion comme un contrat d'assurance vie, mais avec cette certitude de transmission tout en maîtrisant par l'effet d'une transmission en nue propriété. Un peu de réflexion complémentaire, mais ça nous permet de sortir de l'assurance vie, surtout au-delà de 70 ans, alors que l'effet devient mineur après 70 ans. Étienne Guérin et Métis Gestion qui nous accompagnaient sur Radio Patrimoine. Merci d'être passé nous voir, Étienne. Merci à vous, Cédric. Et à très bientôt. Nous, on continue à nous intéresser à l'ensemble de cette planète patrimoniale. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Place maintenant au private equity. C'est une classe d'actifs qui a le vent en poupe. Pendant longtemps, on a eu l'impression que c'était un peu réservé à une forme d'élite où il fallait énormément d'argent pour s'y intéresser. Et depuis quelques mois ou années maintenant, ça tente à se démocratiser. Et une des meilleures représentantes de cette classe d'actifs est avec nous aujourd'hui. Estelle Dolla, bonjour. Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Présidente et cofondatrice de Private Corner. On va donc vraiment s'intéresser à cette classe d'actifs, mais d'abord, dites-nous quelques petits mots sur Private Corner. Qui êtes-vous ? Donc, moi, je suis Estelle Dolla, présidente et cofondatrice de Private Corner. Et Private Corner, c'est une société de gestion qui a reçu son agrément AMF en novembre 2020. Société de gestion digitale native, puisque l'intégralité de notre modèle est digitale, et qui a pour but, en fait, de mettre à disposition des professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune, ainsi qu'à leurs clients, évidemment, une sélection de fonds à dimension institutionnelle, à partir de 100 000 euros de souscription, alors que les fonds dans lesquels nous investissons et donc auxquels nous leur permettons d'être exposés, sont eux habituellement accessibles à partir de plusieurs millions d'euros. Donc Private Corner fait une sélection de fonds de manière transversale sur tout ce qui est actifs privés, private equity, infrastructure, dette privée, et nous permettons ainsi à nos clients ainsi qu'à leurs clients finaux de construire un portefeuille non coté sur mesure au fil du temps, puisque ça fait maintenant 3 ans et demi que nous leur proposons ce service et les produits associés. Justement, qu'est-ce que c'est finalement que ce private equity dont on parle tant ? Alors, on va dire, comme j'expliquerai à mon fils de 10 ans... Oui, c'est bien. Le non-coté, c'est le fait d'investir au capital de sociétés qui ont besoin de financement et qui ne sont pas accompagnés par les banques, qui ne sont par ailleurs pas cotés sur les marchés, pour se développer. Donc ça peut être du financement en action ou du financement au travers de la dette. Donc ensuite, tout va dépendre des besoins de l'équipe pour se développer et de sa volonté ou pas de se diluer et d'avoir un nouvel associé pour coécrire l'histoire de la croissance et de la société. Et c'est vous qui faites, entre guillemets, le go-between, finalement, entre les capitaux et ces sociétés. Alors, nous, Private Corner, on se fait effectivement le trait d'union entre deux mondes qui ne se parlaient pas jusque-là. Celui, donc, des professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune et celui des sociétés de gestion qui ont démontré leur capacité historique à délivrer des performances de premier plan en accompagnant justement des sociétés dans leur développement. Donc ensuite, selon les fonds, vous allez avoir différentes stratégies, différents secteurs d'activité qui vont être financés dans différentes géographies. Et donc, nous, on investit dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans un portefeuille de sociétés en direct qui ne sont donc pas cotés en bourse. Ouais, vous le rappelez, on est sur la vie des entreprises, sur la vie de l'économie réelle, mais on n'est pas sous la coupe des marchés. Aujourd'hui, du coup, ce marché, puisque c'en est pas un, mais c'en est un quand même, il se porte comment ? Quel est un petit peu le climat, l'ambiance actuellement ? C'est un marché qui est forcément très, très lié à l'économie en général, puisque on dit souvent que les fonds de capital investissement financent l'économie réelle. Donc, pour autant, c'est un marché qui n'est pas sujet aux évolutions et à la volatilité
des marchés financiers. Si on regarde l'actualité récente, vous avez eu des élections européennes hier et vous voyez bien les impacts immédiats sur la bourse aujourd'hui. Pour autant, les sociétés n'ont pas perdu la valeur qu'on leur prête, qu'elles ont perdue entre hier et aujourd'hui. Le non-coté, c'est une classe d'actifs qui s'inscrit plus dans du temps long et qui est donc moins sujet aux aléas macroéconomiques, puisque justement, les fonds, ils ont le temps d'identifier les bonnes entreprises pour les aider à croître non seulement en croissance organique, mais aussi en mettant en place des politiques de croissance externe. Et donc, ils ont le temps d'investir au bon moment et ils ont le temps aussi de choisir le bon moment pour cristalliser la valeur. Donc, c'est vraiment ça la principale différence avec les marchés cotés. Mais en aucun cas, il s'agit d'opposer le coté et le non-coté, puisque nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que le non-coté s'inscrive à part entière dans la diversification du patrimoine des clients privés, en complément de ce que les professionnels de la gestion de patrimoine peuvent leur conseiller depuis plusieurs années. Justement, Estelle, est-ce que vous auriez quelques clés, quelques idées, forces à donner finalement à nos CGP, et puis peut-être aussi plus directement de l'instiller à leurs clients, pour aborder finalement cette classe d'actifs. Qu'est-ce que vous leur donniez, 2, 3, 4 conseils? Alors, nous, de manière générale, comme je viens brièvement de l'évoquer, le premier point, c'est d'être capable de s'inscrire dans du temps long, puisque ce sont des fonds fermés, qui donc ne sont pas liquides. Donc pas d'aller-retour intempestif. Exactement. En tout cas, la manière dont Private Corner a choisi de le proposer, puisque c'est vrai que maintenant, vous avez énormément de propositions et de produits qui vous permettent d'aborder le non-coté. Nous, le positionnement que nous avons choisi, c'est d'essayer de donner aux clients privés une expérience qui soit la plus proche possible de l'expérience des clients institutionnels. Donc, d'aller souscrire dans des fonds fermés qui ne sont pas liquides, en partant du principe justement que c'est une classe d'actifs qui s'inscrit dans du temps long et qu'il n'y a pas de market timing pour prendre des positions, et d'autant que l'intérêt, c'est de venir prendre ses positions régulièrement pour aussi lisser ses points d'entrée et venir lisser son risque. Mais tout ça... Ça veut dire qu'il faut se dire, je suis là pour porter quelque chose longtemps, et presque, entre guillemets, je vais pas appeler tous les 8 jours pour avoir une valo, faut que je sois capable un peu de pas d'oublier mon produit, mais pas loin. Pas loin. Le point central, c'est vraiment d'être accompagné pour le faire, par justement des gens qui ont les bons partenariats, et ceux qui sont capables d'aller trouver les bons fonds. Donc d'avoir un professionnel conseiller en gestion de patrimoine, family office, banquier privé, qui vous accompagne dans la construction globale de votre investissement non coté, de faire appel justement, que ces conseillers s'appuient sur les bons partenaires qui sont capables de sélectionner les bons fonds, et que ces partenaires aient démontré leur capacité ensuite à vous donner une information la plus régulière possible et la plus transparente possible, puisque même si vous ne devez pas vous préoccuper tous les matins de la valeur de votre investissement, c'est essentiel d'être capable d'avoir de l'information sur ces investissements et de vous donner régulièrement l'information des sociétés que vous aidez à croître au travers de votre investissement pour en faire finalement justement une classe d'actifs qui devienne intéressante pour vous et que vous compreniez les tenants et les aboutissants de votre investissement. Est-ce que le mot diversification, il doit aussi être professé dans ce monde du private equity? Comme dans toute gestion de patrimoine, c'est un point crucial, et c'est vraiment pour cette raison que nous nous attachons à proposer une sélection de fonds qui soient diversifiés et complémentaires, avec des niveaux de risque-rendement plus ou moins importants selon les stratégies que nous allons proposer, de façon à ce qu'ensuite le conseiller en gestion de patrimoine soit le plus à même d'apporter un conseil en parfaite adéquation avec les besoins et les attentes de son client sur une classe d'actifs donnée qu'est le non-coté. En gros, c'est quelle part de mon patrimoine qu'il faudrait que j'ai en private equity si on part sur une bonne allocation vue par Estelle Dola? Alors,
En Europe, on est vraiment très très loin des niveaux qu'on a pu observer outre-Atlantique, qui est une population qui est beaucoup plus mature au risque, que etc. nous le sommes exactement pour l'instant en Europe. Nous, on est bercés au fonds euro et au livret A. Après, il y a un vrai sujet d'équilibre risque-rendement et de niveau global de patrimoine financier hors immobilier. Et d'épargne finalement qui n'est pas de l'épargne de précaution que l'on peut allouer à la classe d'actifs. Donc j'aurais tendance à dire que selon les profils de risque des clients qui vont souscrire à cette classe d'actifs, on peut avoir une fourchette qui va se situer entre 5-10% jusqu'à 20-30% pour les patrimoines financiers les plus importants. Donc après, c'est là justement aussi toute la valeur ajoutée du conseil pour vous placer le bon niveau de patrimoine sur cette classe d'actifs. Et ne pas le faire tout seul. Qui ensuite, finalement, va être vertueuse dans le sens où nous fonctionnons également par appel de fonds, comme le fonds historiquement, donc les fonds à dimension institutionnelle. L'idée étant, on s'engage sur une somme donnée d'investissement, somme qui va être appelée au fur et à mesure des besoins de financement dans les sociétés sous-jacentes. Et donc, si vous vous dites que on doit prendre des positions de manière régulière, finalement, à l'année 5, par exemple, vos distributions des investissements qui auront été pris en année 1 vont financer les appels de la même année. Donc, en fait, ensuite, une fois que vous avez amorcé... Vertueux. Exactement. Et ben voilà, un petit éclairage proposé sur ce monde du private equity par Estelle Dola. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, Cédric, pour avec plaisir. Private Corner sur Radio Patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine cette émission en accueillant Éric Doutrebente. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Financière Tiepolo. On va s'intéresser au marché, mais alors attention, pas de day trading, on va pas regarder les indices qui font des bonds dans un sens ou dans l'autre en fonction des coups d'éclat des unes ou des autres politiquement ou autres. Ce sont les banques centrales, encore une fois, qui ont un peu drivé nos marchés avec cette grande première historique de voir la Banque Centrale Européenne qui prend le lead devant la Réserve fédérale. Qu'est-ce que ça dit à l'homme de marché que vous êtes ? D'abord, on a une très forte hausse des taux et très rapide, qui était assez historique, aussi bien sur le marché américain que sur le marché européen. Évidemment, les prévisions et surtout l'économie américaine va nettement mieux que l'économie française. Il suffit de regarder quelques chiffres. Le PIB par habitant en Europe est grosso modo la moitié des États-Unis maintenant. Donc le différentiel a été très violent depuis une quinzaine d'années. Et les demandeurs d'emploi aux États-Unis continuent d'augmenter. Donc le marché américain est plus vif. Vous savez très bien que c'est lié. D'abord, c'est l'Amérique. Deuxièmement, après, c'est lié à la souplesse de l'emploi, puisque l'emploi, c'est vraiment un des problèmes de l'Europe. Et puis, c'est lié à une question de mentalité et aussi lié à certains secteurs comme la technologie, où ils sont plus rapides et plus violents que nous. Après, sur la partie européenne, donc, enfin, on a eu une baisse de taux. On est passé de 4% à 3,75%. Oui, 0,25 de baisse des taux. C'est quand même un point d'inflexion. Après, est-ce que ça va continuer tous les trimestres, tous les semestres? Tout ça, c'est quand même lié surtout d'abord à l'économie. Donc, il faut un peu différencier l'économie des aspects politiques ou même géopolitiques. Malgré tout, cette réserve fédérale que vous évoquiez, ce dynamisme américain, il va nécessiter à un moment qu'elle bouge, mais elle n'a pas bougé aussi rapidement qu'on ne l'attendait, et derrière, elle va se retrouver confrontée à cette question politique. Et on sait que dans les habitudes, on va dire, de la réserve fédérale américaine, il y a de ne pas interagir avec l'élection. Est-ce que vous pensez que ça change son calendrier ou on n'est pas à quelques mois près et on peut attendre D'abord, les conséquences de l'aspect politique avec les taux, en fait, il n'est pas si clair que ça. Donc, vous avez cet a priori-là. Dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et donc, il y a quand même une certaine indépendance entre les politiques des banques centrales et les aspects politiques internes au pays, ou même des aspects politiques européens, puisque ça a défrayé la chronique récemment. Donc, non, je pense qu'il faut voir, il y aura des élections au mois de novembre aux États-Unis. Il faut faire attention aux prédictions. Je vous rappelle que, pour reprendre par rapport aux éléments politiques, parce que vous voulez un petit peu de politique, l'élection de Trump, la dernière élection de Trump, ça devait être une catastrophe pour les marchés, et les marchés sont très bien tenus. Je
vous donne un autre élément sur le marché européen. L'élection de Mélanie, ça va être une catastrophe. Donc, il faut différencier. Ce qui est important, ce sont les taux d'intérêt, l'emploi, le taux de chômage, évidemment les monnaies, parce que même si l'euro a un petit peu faibli, mais on ne sait pas la fin des temps non plus, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances qu'il y a 25 ans quand les monnaies n'étaient pas unifiées. Donc, il faut... Voilà. Quels sont pour vous les éléments justement importants à regarder et qui aujourd'hui, entre guillemets, sont de nature à alimenter une confiance dans la classe action de notre patrimoine, ou au contraire, quels sont les éléments qu'il faut vraiment surveiller peut-être en ce moment pour ajuster le tir et se dire tiens, je mets un petit peu plus, un petit peu moins de... Alors, ce qu'il faut, c'est toujours avoir une vision longue sur les marchés actions, puisqu'on n'achète pas des actions pour 6 mois ni pour une semaine. On fait des investissements en actions sur longue période. On s'aperçoit aussi que les gérants qui bougent peu ont des performances supérieures à ceux qui bougent tout le temps. Donc ça, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, les éléments clés qu'il y a, ce sont les résultats des entreprises. On a eu la chance d'avoir pas mal de résultats d'entreprises depuis plusieurs années qui sont bons. Les sociétés européennes continuent de reconstituer leurs marges. Leurs trésoreries sont quand même plus abondantes qu'il y a 20 ans. Les ratios par rapport aux dettes sont plus favorables. Il y a beaucoup d'éléments favorables. Mais les entreprises que l'on voit en France, leur premier problème, c'est l'emploi. Donc, il faut quand même se remettre à ces fondamentaux. Et donc, si on s'occupe de l'emploi, il faudrait repartir vers l'éducation. Donc, vous donnez des éléments importants. L'éducation, c'est quand même la première base pour avoir de l'emploi. Et aujourd'hui, il y a quand même une partie importante de la population active qui, dans les prochaines années, va disparaître. Donc, il y a un véritable souci de l'emploi. Et puis après, quand on raisonne sur le plan européen, les entreprises, elles ont un souci par rapport aux sociétés allemandes, puisque les valeurs allemandes, donc les sociétés allemandes ont même été des sociétés qui étaient un peu leaders dans certains secteurs d'activité depuis des années. Et la partie allemande est aussi a des aspects fondamentaux de la société allemande qui sont difficiles. Et puis, évidemment, le relais et l'implantation de sociétés allemandes, aussi bien en Asie, a été malmenée. Donc tout ça, il y a quand même lié à une désorganisation liée à l'énergie, puisqu'on s'aperçoit que quand vous regardez les marchés et sur les matières premières, le gaz est revenu à un niveau, une moyenne longue, et pendant cela, on vous annonce des hausses du prix du gaz. Donc c'est un peu compliqué à comprendre pour notre cher compatriote français. Et alors justement, est-ce que une fois qu'on s'est dit tout ça, une fois qu'on a parlé de banque centrale, un peu de politique quand même, de ces questions d'énergie, etc., et qu'on voit nos marchés qui, quand même, bon an mal an, sont plutôt haut perchés, on se dit quoi ? On se dit c'est le moment, malgré tout, de rester investi, d'avoir une part action importante dans son patrimoine. Comment est-ce que... Je vous l'ai dit, il faut toujours se dire, est-ce que c'est de l'investissement que j'ai pour une période courte ou longue ? Donc si c'est court, vous faites autre chose. Aujourd'hui, surtout qu'avec de l'épargne réglementée et des séquelles monétaires, vous êtes aux environs de 3,5% en dormant. Attention, c'est pas constant, donc ça varie suivant les taux d'intérêt. Mais sur les actions, il y a toujours des actions qui sont intéressantes à acheter. Et après, il faut savoir être contrariant. Je donnerai quelques pistes, alors un peu contrariant longues, par exemple sur les valeurs moyennes qui sont sous-évaluées. Il faut peut-être être contrariant vraiment aujourd'hui. Alors, on a pu souffrir quand on avait une exposition valeur moyenne comme nous depuis des années, mais ça avait été une très belle surperformance sur longue période. Là, on est peut-être à la fin de la sous-performance des valeurs moyennes. Vous pensez qu'il va y avoir qu'il y a une marge de rattrapage en fait de ces petites et moyennes capis, parce que j'ai un peu l'impression que ça fait des années qu'on nous dit là où elles vont forcément surperformer, rattraper, et puis entre guillemets rien ne vient. On voit des signaux. Ouais. Les signaux ont commencé à peu près à l'automne dernier. On voit des signaux. On voit aussi qu'il y a des rachats d'entreprises valeurs moyennes qui sont faits soit par des plus gros, soit des sociétés qui rachètent leurs titres au quotidien, ou aussi des sociétés qui rachètent leurs titres pour diminuer le flottant, voire éliminer la cotation de la bourse. Donc, il se passe des choses sur les valeurs moyennes, mais elles sont quand même assez sensibles au taux d'intérêt. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aspects de flux. Donc, tant que vous n'avez pas des flux qui reviendront sur les valeurs moyennes, il n'y a plus de décollecte maintenant. Donc, c'est ce que disent nos... Voilà, il n'y a plus de décollecte, mais ce qu'il faudrait, c'est avoir du flux positif sur les valeurs moyennes.
Et les valeurs moyennes, donc sensibles au taux, elles sont aussi sensibles au flux, parce que quand vous avez des trackers, par exemple, quand vous avez des gens qui achètent un tracker sur l'Europe, ça va obligatoirement influencer sur ASML, qui est une grosse capitalisation, et donc ça ne va pas influencer sur une petite boîte moyenne. Et donc ça joue. Mais je crois qu'on est vraiment, vu l'écart de valorisation, et surtout, il ne faut pas oublier de dire à nos chers auditeurs que les valeurs moyennes sur longue période surperforment manifestement les grandes valeurs. On dit aussi qu'elles tirent moins leur épingle du jeu de tous ces fameux critères ESG, etc., que digérer les normes, les ceci et les cela, c'est peut-être plus compliqué pour une petite valeur qu'une grosse valeur, et que du coup, nécessairement... Beaucoup de sociétés ont fait leur travail sur ce sujet-là, et puis il faut arrêter de grossir la partie ESG, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans des secteurs un peu contrariants. Je crois que c'est pas l'ESG qui pousse les flux, même s'il y a des flux à cause de l'ESG, c'est pas l'essentiel. Juste pour terminer, Eric, c'est quoi la bonne répartition si on imagine un épargnant français dans son patrimoine, sa part action, entre guillemets? Alors, chez Tiepolo, on fait de la gestion personnalisée, donc je ne répondrai pas à votre question, parce que ça dépend de votre âge, de votre situation familiale, de votre exposition au marché financier, de votre partie que vous avez peut-être encore au contrat en euros aussi qu'à monétaire, de votre résidence principale, de votre résidence secondaire, de si vous êtes chef d'entreprise, de vos titres que vous avez peut-être mis dans le cadre d'une SCI. Donc il y a plein de choses. Donc ce qui est important, c'est quand vous avez des actions, quand vous voulez acheter des actions, il ne faut pas l'acheter sur du court terme. Et vu que les marchés sont quand même de plus en plus complexes depuis une vingtaine d'années, il faut faire appel à une structure de gestion qui va vous aider à gérer les actions, mais aussi votre répartition de votre patrimoine, les aspects de donation, les aspects de transmission. Donc, il n'y a pas de situation idéale, il n'y a que des situations personnalisées. Éric d'Outrebente et financière Tiepolo qui vous accompagnait en ce mercredi. Merci d'être passé sur Radio Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.